Bonjour et bienvenue. Alors, on est tous, tout le temps, entourés de règles. Des règles cachées qui gouvernent nos vies, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, on plonge dans le concept de déviance pour essayer de comprendre, au fond, qui décide de ce qui est normal. Pensez-y une petite seconde. Parler un peu trop fort dans un train, ne pas dire bonjour en entrant dans un magasin. Ces toutes petites transgressions, en réalité, elles en disent très long sur les attentes invisibles de la société. On attaque la première partie, ces fameuses règles invisibles. Pour vraiment saisir comment nos sociétés fonctionnent, il faut d'abord parler de ce que les sociologues appellent les normes. Alors, une norme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une règle de conduite, un comportement qui est attendu dans une société donnée. C'est vraiment le socle de l'ordre social. Si on la respecte, on reçoit une sorte d'approbation. Mais si on la transgresse, eh bien on s'expose à une sanction. Ça peut être un simple regard désapprobateur, mais c'est une sanction quand même. Et le plus fascinant, c'est que ces normes ne sont pas du tout universelles. Pas du tout, elles varient énormément d'une culture à l'autre. Un simple geste comme dire bonjour peut prendre des formes radicalement différentes. Preuve qu'il n'y a pas une seule et unique bonne façon de faire les choses. On passe à la deuxième partie. Il faut bien comprendre qu'il existe deux grandes familles de normes. Celles qui sont informelles, non dites, et celles qui sont très formelles, carrément inscrites dans la loi. Donc, d'un côté, on a les normes sociales, comme la politesse par exemple. Si on les enfreint, on s'expose à un regard de travers, à une remarque. De l'autre côté, on a les normes juridiques, les lois. Là, si on les transgresse, les sanctions peuvent être bien plus lourdes, une amende, voire de la prison. On passe d'un contrôle social informel, entre nous, à un contrôle formel exercé par l'État. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces deux types de normes ne sont pas étanches, elles interagissent. Une norme sociale peut tout à fait devenir une norme juridique. C'est souvent le résultat de l'action de ce que le sociologue Howard Baker a appelé les entrepreneurs de morale. Ce sont des groupes, des associations qui militent pour que leurs valeurs deviennent la norme pour tout le monde. En France, le mariage pour tous est l'exemple parfait de cette évolution. Troisième partie, on y vient, la déviance. Alors qu'est-ce qui fait qu'un acte est déviant? La réponse est assez contre-intuitive. Ce n'est pas tellement l'acte en lui-même qui compte, mais la réaction qu'il va provoquer dans la société. La déviance est d'abord relative dans le temps. Ce qui était considéré comme un crime grave hier peut devenir un droit fondamental aujourd'hui. L'exemple de l'IVG en France est absolument frappant et illustre ce point à la perfection. La déviance est aussi relative dans l'espace. Un comportement qui est tout à fait légal, socialement accepté dans un pays, peut vous envoyer directement en prison dans un autre. On pense évidemment à la consommation de cannabis qui est l'exemple typique de cette relativité géographique. Et enfin, la déviance dépend du groupe social. Ce qui est la norme dans un milieu très spécifique, comme le monde de la mode par exemple, peut être perçu comme totalement déviant par le reste de la société. La conclusion, elle est assez radicale. Aucun acte n'est déviant en soi. Il ne le devient que par le regard, l'étiquette que la société porte sur lui. Quatrième partie. D'accord. Mais alors, si tout est relatif, comment est-ce qu'on devient déviant? Eh bien, c'est le résultat d'un processus social très puissant, l'étiquetage. Cette phrase de Howard Baker, elle résume absolument tout. C'est la base de la théorie de l'étiquetage. La question pour les sociologues, ce n'est pas tant de savoir pourquoi cette personne a-t-elle transgressé la norme, mais plutôt comment la société réagit et désigne cet individu comme un outsider. Baker décrit ce qu'il nomme la carrière déviante en 3 grandes étapes. Tout part d'une transgression de la norme, puis vient le moment clé, l'étiquetage public. Une fois que l'étiquette de déviant est collée à la personne et que ça prend, son identité sociale change du tout au tout. Et ça peut la pousser à rejoindre d'autres groupes qui partagent la même étiquette, ce qui va venir renforcer, solidifier cette nouvelle identité. 5e partie. Attention, petit point de vocabulaire important pour ne pas tout mélanger. On parle beaucoup de déviance, mais il faut clarifier son rapport avec la délinquance. En fait, c'est assez simple. La délinquance, c'est-à-dire la transgression des lois, n'est qu'une toute petite partie de la déviance. L'univers de la déviance est beaucoup plus vaste. Il inclut toutes les transgressions des normes sociales, même celles qui ne sont absolument pas illégales. Et puisqu'on parle de délinquance, on peut se demander, comment est-ce qu'on la mesure? En général, on se fie aux statistiques de la police, de la justice. Mais attention, ces chiffres cachent une part immense et invisible du problème. Pour bien comprendre, regardons un chiffre choc. 43%, c'est quasiment la moitié des plaintes pour violences conjugales en France sont classées sans suite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'un acte qui a été signalé n'apparaîtra pas forcément dans les statistiques finales des condamnations. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cet écart immense entre la réalité et les chiffres officiels, c'est ce que les spécialistes appellent le chiffre noir.
c'est toute la délinquance réelle qui, pour de multiples raisons, n'est jamais comptabilisée. Mais alors, il vient d'où cet écart gigantesque? D'abord, beaucoup de victimes ne portent jamais plainte, par peur, par honte. Ensuite, certains actes, comme la fraude fiscale, n'ont pas de victimes directes pour aller les dénoncer. Et puis surtout, il faut bien comprendre que les statistiques reflètent avant tout l'activité des forces de l'ordre. Si on leur demande de se concentrer sur un type de délit, mécaniquement, les chiffres de ce délit vont augmenter, sans que la réalité du terrain ait forcément changé. C'est ce qu'on appelle la fameuse politique du chiffre. On termine donc sur cette question qui est, je pense, essentielle. Si les statistiques officielles sont à ce point incomplètes, si elles sont elles-mêmes le résultat de processus sociaux complexes, comment peut-on vraiment saisir la réalité de la délinquance et plus largement des normes qui régissent notre société? C'est une question qui reste ouverte et qui invite vraiment à regarder au-delà des apparences et des chiffres bruts